Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de résumé de la semaine. Écoutez, cette semaine, on doit commencer par dire que oui, enfin, le printemps semble être à nos portes, puis il est à peu près temps. Parce que là, moi, encore une fois, comme vous pouvez probablement constater, j'ai encore ce foutu rhume qui perdure, puis là, ça continue. Là, ça fait 3 semaines. J'ai l'impression que ça va durer un mois, parce que depuis une semaine, il n'y a pas vraiment eu de changement, puis je prends des sirops, puis des infusions et alouettes. De toute façon, écoutez, comme je vous dis, le printemps semble... Là, il semble y avoir une tournure, puis de toute façon, le printemps est dans une trentaine de jours, je crois, puis on va faire avec. Mais c'est vraiment étrange. Là. Il y a une personne, là, il y a une institutrice, la semaine dernière, je crois, ou cette semaine, je ne suis pas tellement sûr, qui a comme tombé malade en donnant même son cours à l'école, et puis elle avait une pneumonie. Et puis ils l'ont emmené d'urgence à l'hôpital, puis ils l'ont mis sur le respirateur, puis tout ça. C'est pas des farces, là. Vous savez, c'est rendu un point épidémique, là, un petit peu partout. Puis je pense que c'est pas mal sur la planète, là. Puis là, on parle même pas de Dame Nature, et puis ce qu'elle fait avec les inondations, et puis la neige à des endroits qu'il n'a jamais eu, puis encore une fois, Alouette. Mais tu sais, ça commence à être inquiétant, là. On commence à se demander, mais en même temps, comment qu'on peut prévenir ça? C'est comme assez difficile, hein, de se prévenir des catastrophes, puis de la nature, comment elle réagit. En tout cas, c'est assez pour être un petit peu inquiète là, de comment que ça va. Moi, je vous dis, le moins un rhume comme ça, là, comme cette année, j'ai jamais eu ça. Écoutez, on va souhaiter que la printemps ça vienne plus vite. Je voulais vous parler, là, parce que il y a tellement de polémiques, puis de rhétorique sur Internet, un peu partout, concernant la tuerie qu'il y a eu en Floride. Je trouve ça malheureux, vous savez, parce que y a des gens qui sont amis, puis que ça commence à faire de la friction, ça commence à faire des liens tendus entre amis, puis même familial, en fin de compte, parce que tout le monde a son idée. Puis même, écoutez, je suis loin d'être un supporter de Trump, mais je pense que le cœur est à la bonne place quand il dit qu'il voudrait que certains professeurs soient armés, qu'il y ait des armes dissimulées. Puis, en fin de compte, son idée, ça serait les professeurs qui ont les qualifications pour avoir des armes. Fait que ça, je veux dire, je comprends son idée. Je suis pas mal sûr que ça n'arrivera jamais. Les professeurs en ont déjà plein le pompon de l'éducation des enfants. Et puis en plus, ben, ils n'ont pas plein les poches parce qu'ils ne sont pas très bien payés aux États-Unis, les professeurs. Fait que je veux dire, ça serait de lui mettre, je trouve en tout cas, que ça serait de lui mettre un fardeau sur les épaules qui sont déjà assez monopolisés comme ça en quelque part. Mais je me dis, par contre, on est rendu à un point, là, parce qu'on a beau de vivre d'amour et d'eau fraîche, là, on n'est pas rendu là, on est dépassé ce cap-là. Puis, avant de corriger cette société-là, malheureusement, il va y en arriver d'autres tueries. Mais je pense que ça serait un bon moyen dissuasif pour ces lâches-là qui attaquent les enfants, les écoles, les plus innocents, puis les plus démunis, de mettre des gardes de sécurité dans les écoles. C'est sûr que ça n'en découragerait plus qu'un d'aller attaquer. Juste de savoir qu'il n'y aurait peut-être pas le temps de tuer personne, puis qu'il pourrait se faire tuer, c'est sûr que ça n'en découragerait. Je ne dis pas que c'est la solution rêvée, mais je trouve que carrément, il y a des fous là, qui sont là en ce moment avec leurs armes, puis qu'ils repasseraient par 2 fois avant d'aller attaquer. Ça, c'est sûr et certain. Mais pour les professeurs, je trouve que même si l'intention est pas mauvaise de Trump, je pense qu'encore une fois, il est un petit peu gauche dans son approche. Je pense que ça ne réglerait rien. Puis de toute façon, comme j'ai dit, je suis convaincu que les professeurs n'accepteront pas ça. Ils n'ont déjà plein le pompon de toutes leurs fonctions et puis de leur salaire qui est très, très minime. Ils devraient être vraiment plus payés. Commencer, là, c'est là qu'ils devraient commencer. Puis, comme je dis, des gardes de sécurité dans les écoles. Écoutez, combien il y a de vétérans aux États-Unis là, qui vivent dans la rue ou qui vivent là, comme le crève-faim là, au jour le jour, qui n'ont pas beaucoup d'argent. Ils ne s'occupent pas de leurs vétérans là, aux États-Unis, n'oubliez pas ça. Là. Mais ces gars-là sont qualifiés pour faire ça. Laissez-leur un arme là, qui savent comment ça marche. Là. Puis je vous dis qu'il faut les protéger, les enfants. En tout cas, je peux vous dire que c'est un débat qui est sans fin. Mais moi, si j'aurais un enfant, quand il part à l'école le matin, je voudrais être sûr qu'il va revenir le soir.
Mais à un moment donné, il va falloir qu'ils prennent le taureau par les cornes, puis c'est malheureux d'être obligé d'en venir à ça, d'être obligé d'armer des gens, puis de les mettre dans les écoles. Mais s'il faut le faire pour protéger les enfants, je vois pas d'effet contraire à ça. Là. Le seul effet qu'il peut avoir à ça, c'est d'en décourager plusieurs à aller attaquer des jeunes et des tuer. Comme je dis, malheureusement, c'est un débat qui est presque sans fin. Mais c'est ça, écoutez, il y a plusieurs manières de voir ça. Pour les écoles, ça c'est correct. Mais pourquoi qu'ils n'enlèvent pas les armes d'assaut? C'est ridicule. L'idée en arrière des armes d'assaut, selon la Constitution, c'est d'être capable de se protéger, même si on doit se protéger contre le gouvernement. Mais c'est-tu pas d'un ridicule? Le gouvernement, quand même vous aviez les plus grandes armes d'assaut, quand même vous auriez un tank, vous ne pourrez jamais vous protéger contre le gouvernement, particulièrement pas le gouvernement américain qui est la plus grosse armée et la mieux armée de l'univers. Voyons donc, c'est d'un ridicule, ça n'a pas de bon sens. Et je ne peux pas comprendre que quelqu'un ne peut pas se contenter d'un semi-automatique, d'un revolver, ou... Vous savez, je ne comprends pas ça. Vous n'avez un arme de chasse, une carabine, vous n'avez amplement assez. Un arme d'assaut est fait pour tuer d'autres êtres humains. C'est pas fait pour aller à la chasse. Fait en partant, la prémisse de ça est complètement dans le champ, je trouve, là, dans une société moderne. C'est sûr que ceux qui veulent défendre les armes, puis ils vont trouver des arguments à n'en plus finir. D'ailleurs, il y a eu un vote au genre de parlement, si on veut, de Floride, un vote là-dessus pour ajouter des restrictions pour les possessions d'armes à feu, mais ça a été rejeté. C'est pas des farces. Hein. Fait que là, les jeunes de l'école où c'est arrivé, ils essaient de mettre de la pression. C'est ça, ils ont été voir le président des États-Unis, d'ailleurs, pas plus tard qu'hier. Mais vous savez, tout le monde a des idées, mais ils font rien. Fait que ça va prendre encore combien d'écoles? Je vous le dis, moi, je le répète, je suis convaincu d'une chose. C'est pas la solution idéale de mettre des gardes armés dans les écoles. Mais ça va en décourager plusieurs, ça c'est clair. Puis encore une fois, je vous le dis, moi j'aurais un enfant là, qui serait là, ben, je voudrais être sûr que quand il s'en va à l'école, que sa sécurité est assurée. Et puis, si j'aurais un enfant qui irait à l'école là, ben, je pense qu'à mes temps perdus, je n'aurais un arme, puis j'irais pas loin de l'école, puis je resterais là à faire le qui-vive. Vous savez, c'est épouvantable d'être rendu là, mais à un moment donné, il va falloir qu'ils prennent des solutions. Regardez tous ces pauvres jeunes-là qui sont morts. Là. Il y en a 17, là. Il y a un professeur là-dedans, là, ou deux, je crois, malheureusement. C'est des héros, mais c'est pas supposé d'en venir là. C'est plate d'être obligé d'avoir des gardes armés, mais je veux dire, là, on est rendu là. Parce que, écoutez, là, avant qu'ils réussissent à enlever les armes d'assaut aux Américains qui en possèdent présentement, ils ont d'affaires à se lever de bonheur parce que c'est pas fait, ça. C'est vraiment pas fait, ça. Ça va faire une crise. Je vous le dis, là, ça va faire une grosse crise. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui va être obligé de prendre les rênes et de faire quelque chose parce que ça n'a vraiment pas de bon sens. Écoutez, sur une note un petit peu plus légère, je voulais vous parler aussi, puis ça fait des années, puis à une certaine époque, j'ai eu un magasin. J'avais un magasin d'antiquités. Ça n'a vraiment pas marché. Là. Puis même, je peux dire qu'en bon québécois, je me suis pété le nez avec ça, là, pour différentes raisons. Mais écoutez, on a adoré cette époque-là. Ça a été une belle expérience que je voulais faire. Que je ne le regrette pas parce que si je ne l'aurais pas fait comme n'importe quoi d'autre dans ma vie, je l'aurais probablement regretté. Puis, assurément, j'aurais regretté. Mais à une certaine époque, un grand ami à mon père, qui est un électricien qui avait sa compagnie, il m'appelle. Puis il dit Michel, j'aurais une Bible. Peut-être que tu serais intéressé. Il savait que je vendais de l'antiquité. Il dit ça semble être une assez vieille Bible. Fait que, écoutez, moi, à l'époque, j'étais pas tellement intéressé de vendre des articles religieux parce que, je sais pas, je filais pas bien d'échanger de l'argent contre quelque chose de religion. Puis ça, je n'étais pas bien avec ça. Mais j'ai dit, je vais y aller pareil. Mais lui, cette Bible-là, il l'a eu à l'époque. Il y a beaucoup de quartiers à Montréal. Là, en fait, Montréal est rendu presque tout anglophone, là, en tout cas, une grosse majorité. Mais à l'époque, il y avait des quartiers qui étaient vraiment plus
anglophone. Et puis lui, il avait travaillé pour un type qui était là, un monsieur qui était assez riche, un médecin. Et puis, il avait dit à monsieur Laroche, qui s'appelait, il avait dit, vite dans mon grenier. Il dit, débarrasse-moi de tout ça. Je pense que le type voulait vendre sa maison. Fait que lui, il a débarrassé ça. Dans une des boîtes, il a trouvé cette Bible en question. Il lui a rappelé, il a demandé, écoutez, il y a une Bible, là, j'ai trouvé. Il a dit, ah, garde-la, garde-la. Fait que lui, ça a resté dans les garde-robes. Ça, je vous parle de ça des années 60, imaginez-vous. Puis moi, quand il m'a appelé pour me dire ça, je vous dirais que c'est peut-être en 2001 ou 2002, quelque chose comme ça. Fait que, quoi qu'il en soit, même si ça allait un petit peu contre, contre mes habitudes de vendre des objets religieux, j'ai dit, je vais aller voir pareil pour le fun. Juste une grosse Bible, j'ai jamais vu ça. Fait que, là, comme vous pouvez voir, oui, effectivement, c'était une belle grosse Bible, c'était épouvantable. Fait que, écoutez, quand il m'a dit le prix, je n'ai pas pu faire autrement que de l'acheter. Je l'ai pris, on verra, au pire, allez, j'ai gardé. Quand je suis revenu à la maison avec, mes parents étaient là, ma grand-mère qui est décédée à 104 ans, elle qui était très religieuse, moi, soit dit en passant, j'étais un athée, puis j'ai pas de misère avec ça. On a passé du coq à l'âne un petit peu, en grosse majorité, au Québec, là, parce que on a été contrôlé par l'Église. Puis, je vous dirais, moi, personnellement, jusqu'à l'âge de 8 ou 9 ans, avant de me coucher, je faisais ma prière à côté sur mon lit, puis c'est pas des farces, là, on allait à l'église à tous les dimanches, on allait se confesser. En tout cas, écoutez, là, je ne partirai pas là, un argument là-dessus, parce que je respecte les gens qui croient en la religion, j'y ai cru. J'ai changé pour mille et une raisons, donc certaines que vous vous doutez. Mais comme je vous dis, je respecte les gens qui y croient. Ils ont le droit d'y croire, puis moi, j'ai le droit de ne pas y croire. Alors, quoi qu'il en soit, je suis revenu avec la Bible. Ma grand-mère, quand on a ouvert ça. Écoutez, là, ce monsieur-là en question, il n'avait jamais ouvert la Bible. Vous voyez, là, c'est comme des grosses clips qui sont faites en forme de croix. Et puis quand on, écoutez, on a ouvert ça, on a tombé à terre, comme vous voyez. Il y a des photos de la famille. C'est un Patrick et Ellie qui a marié son épouse. Et puis je ne sais pas si c'est eux qui l'ont acheté, la Bible, ou ils l'ont su en cadeau de mariage. Mais quoi qu'il en soit, ils se sont mariés en 1880. Imaginez-vous, puis ils ont eu la Bible probablement le même temps. Ils se sont mariés le 23 août 1880. C'est-tu pas incroyable pareil? Imaginez-vous l'histoire. Puis ils ont des photos. Chaque membre de la famille de cette époque-là, on peut voir qui qu'ils étaient avec les photos. Il y a même, comme vous voyez, là, je vous montre un côté que c'était les avis de décès et les naissances. Puis ce qui m'a toujours intrigué, c'est qu'à un certain moment donné, puis là je me souviens pas, je pense que c'était en 1935, il y a 4 membres de la famille qui sont décédés le même jour. Fait qu'on peut assumer un accident ou peut-être un feu qui était chose commune à l'époque. Les feux, il y avait beaucoup de problèmes avec ça, hein, étant donné que des fois les éléments de chauffage, puis ça, c'était pas ce qu'il y avait de plus au point. En tout cas, comme je vous dis, là, c'est pas assez extraordinaire d'avoir, on peut savoir que, et on a même des certificats, les certificats de baptême, certificat d'un d'entre eux, je pense, c'est James Haley, que lui a été étudié en Ontario pour devenir un prêtre. On a tous ces papiers, c'est incroyable. Je vous dis, j'ai resté estomaqué de voir ça. À un moment donné, je me suis dit, je vais l'essayer. À une certaine époque, je vous dirais fin des années 1999, aller à 2002, 2003 peut-être un petit peu plus que ça. J'ai vendu sur eBay. Je t'ai rendu quand même, je vous dirais pas que j'étais un power seller, là, mais je peux vous dire que j'avais près de 300 feedbacks positifs puis aucun négatif. Fait que c'était quand même bien là. On gagnait notre vie avec ça. Là. On faisait quand même assez d'argent. C'était assez intéressant. J'ai laissé tomber eBay pour toutes sortes de raisons, parce que, un peu comme le marché ici de commerce, les power sellers sur eBay ont commencé à acheter au container en Chine, puis ça, on ne pouvait plus compétitionner avec ça. Les prix qu'eux vendaient, bien souvent, on payait plus que ça, nous, en y allant à l'unité. Fait qu'on ne pouvait pas compétitionner. Quoi qu'il en soit, j'ai mis la Bible sur eBay à un certain moment donné. Et puis, écoutez, ça a été formidable. Là. Je pense qu'en l'espace de quelques jours, j'avais eu au-dessus de 1000 personnes qui avaient été voir, parce que j'avais mis les images et puis tout. J'ai même eu une offre que j'ai refusée. Parce que je me suis dit, écoutez, là, c'est une pièce unique. Assez unique là, qu'à un certain moment donné, un gros centre d'achat ici, pas loin d'où je reste, il y avait des gens qui étaient là, comment on dit ça, là, des évaluateurs pour les livres antiques de tout genre.
J'ai emmené ma Bible là. Les types n'ont jamais vu ça. Ils s'étaient tous rassemblés puis ils ont regardé ça. Ils ont dit, écoute, on n'a jamais vu ça. C'est une pièce qui appartient dans un musée. Parce que, de un, la Bible par elle-même, oui, elle a une certaine valeur, mais ce qui fait surtout sa valeur, c'est son contenu. Les photos, puis ça a une valeur historique, ça a une valeur incroyable. Malheureusement, je suis obligé de vous dire que je ne la laisserai pas aller pour rien, là. Parce que là, écoutez, là, c'est comme je vous dis, c'est une pièce unique. Fait que je la garde. Mais en même temps, j'aimerais ça qu'elle soit chez quelqu'un qui peut plus en profiter, puis peut-être plus l'apprécier, si on veut, là, pour ce qu'elle est. À une certaine époque, j'ai même rejoint, je me souviens plus, je pense que c'est un Lewinsky en dernier, qui a été marqué dans les naissances. Je crois qu'il est né en 1960 ou 1963. C'est le dernier mis écrit dans la Bible comme naissance. Et puis, j'ai communiqué avec lui sur un... J'avais mis les informations de la Bible sur un site web qui s'appelle Gen Forum. Il a communiqué avec moi, imaginez-vous donc. C'était un des petits-petits-fils de Patrick Haley qui a eu la Bible à son mariage. Et puis, il y avait un chalet, des amis avaient un chalet pas loin d'où qu'on restait à l'époque. Et puis j'ai dit, écoute, viens la voir, si tu veux pas l'acheter, viens au moins la voir, c'est ta famille. Ah, il dit, oui, je vais y aller. Il n'est jamais venu. C'est-tu pas de valeur, hein? Il y avait la chance. Moi, je vous dis, quelqu'un m'aurait dit ça, là, peu importe la Bible ou pas Bible, mais juste avec les photos puis tout ça, pour voir mon arrière-arrière-grand-père ou mon arrière, j'aurais accouru pour aller voir ça. Mais à chacun, hein, sa façon de voir, puis il n'est jamais venu, puis j'espère qu'un jour, peut-être que là, il va le voir, puis il va peut-être changer d'avis, au moins s'il ne veut pas l'acheter, qu'il vienne au moins la voir. Là, moi, je lui proposais au moins de la regarder, de prendre des photos, prendre des whatever. En tout cas, c'est drôle des fois, les gens comment, qui ont une attitude vis-à-vis, il y en a qui sont comme déconnectés. Hein? Écoutez, là-dessus, je vous dis, on va se revoir la semaine prochaine. J'espère que vous allez voir encore les vidéos là, de peinture. J'ai essayé encore plusieurs techniques, dont cette semaine pour ma petite cowgirl. J'espère que vous l'avez vu, est assez spéciale. Puis je suis obligé de vous dire que c'est un des levers de soleil que j'ai fait, un de mes préférés. Ça, c'est sûr et certain. Là-dessus, les amis, je vous remercie d'être là. J'espère que vous allez revenir. Et comme d'habitude, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit aux prochaines vidéos. Attention à vous. Ciao.